Bonjour chers amis, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là présents pour ceux qui le sont, mais apparemment vous avez l'air peu nombreux. Je ne sais pas si le sujet politique vous intéresse, en tout cas l'historiographie, parce qu'apparemment je fais ce que je peux au niveau du déroulement des dirigeants de notre pays pour comprendre un petit peu où en est la France, où en est le pays des fromages, où nous en sommes et pourquoi nous en sommes arrivés là. Si cela vous intéresse pas, je peux comprendre. Dans ce cas-là, ben, écoutez, dites-moi quel est le sujet qui vous intéresserait, mais vous ne faites pas de commentaires. Que voulez-vous que je vous dise alors, justement? Je profite pour les nouveaux, s'il y en a, et je leur souhaite la bienvenue, de vous abonner, de partager, de mettre un pouce et d'activer la clochette pour faire grandir la chaîne. Pour l'instant, la chaîne est au plus bas, elle ne monte pas beaucoup, elle est il y a une moyenne simplement de 4 à 5 pouces en moyenne seulement, et encore parfois moins. Donc je suis un petit peu déçu, mais en même temps, je comprends aussi que les algorithmes de YouTube ne sont pas fiables. Ça, je le savais. J'en veux pour preuve que j'ai vu des chaînes amies, bon, qui ont disparu pour certaines, mais qui justement n'ont pas de pouces, très peu. D'un abonné à un autre, il y a un écart parfois de 10 à 15 à 20 pouces et même parfois plus. Donc tout ça, ça compte, hein, vous savez, ça compte pour comment dire, le rapport, on va dire, qualité-prix d'une chaîne. Si une chaîne n'a pas de pouces d'abonnement, ben voilà, moi j'ai que 25 abonnés. Bon, 25 c'est toujours ça. Je remercie à ces 25 abonnés. Restez là, s'il vous plaît. Enfin, maintenant, faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez partir, partez. Je ne vous retiens pas, je retiens personne d'ailleurs. Alors, on va continuer notre parcours politique. Tant pis, je continue quand même, au risque de déplaire à certains ou à un grand nombre, hein, parce qu'apparemment, je n'arrive pas à trouver. Alors, bien sûr, bon, conformément à la Constitution, plusieurs fois, on a vu depuis le début de la Troisième République, c'est-à-dire depuis Adolphe Thiers, on va dire, hein. Enfin, je ne parlerai pas de Napoléon III, ni de comment il s'appelle, Louis-Jules Trochu. Bon, il n'y a pas eu là, je crois. Bah, c'était un gouvernement provisoire, ça, Louis-Jules Trochu, pardon. Mais à partir du premier président, donc Adolphe Thiers, après son départ, voilà, il y a eu ce qu'on appelle une vacance de pouvoir qui était représentée par le gouvernement. Alors là, c'était le gouvernement du Fort. Après, ça a été, suite à la démission de Jules Grévy, ça a été le gouvernement Rouvier. Après l'assassinat du président Sadi Carnot, ça a été Dupuis. Après la démission, je crois, du président Jean-Casimir Perrier, ça a été Dupuis encore, troisième édition, j'allais dire. Il assure l'intérim, hein, le président du Conseil, hein, donc, hein, l'équivalent du Premier ministre, hein. Et puis là, nous sommes maintenant au président Félix Faure. Alors nous allons parcourir un petit peu. Alors j'ai pas pu le lire à l'avance, hein, je suis désolé, je le découvre en même temps que vous. Alors qui était Félix Faure? Ben, il est né le 30 janvier 1841 à Paris, Seine, dans la Seine, département de la Seine, hein, est mort le 16 février 1899 dans la même ville, est un homme d'État du pays des habitants du fromage. Il est président de la République du 17 janvier 1895 à sa mort. Ah, il est mort au pouvoir. Bon, au moins, on ne peut pas dire que, voilà, il a démissionné lui. Issu d'une famille modeste, hein, vous voyez, comme quoi, un peu comme Georges Pompidou, mais on y reviendra. Il entame une carrière de tanneur avant de devenir un riche négociant en cuir. Bon, progressivement, il entre en politique, etc., etc. Je ne vais pas vous faire tout le discours. Alors, les origines modestes, voilà, fils de Jean-Marie Faure et de Rose Adélaïde Cuissard, pardon, donc son nom de famille, François Félix Faure, est né au 71 rue du Faubourg Saint-Denis, devenu le numéro 65 à présent, à Paris. Donc, il est issu d'une famille euh, modanienne. C'est quoi les modaniens? Ah oui, d'accord, modane, hein. De Modane donc, de menuisiers et d'ébénistes, des communes de
Mais c'est où ça? En région Auvergne-Rhône-Alpes, d'accord. Et de Saint-Symphorien sur quoi ça? Ça c'est où ça encore? D'accord, Auvergne-Rhône-Alpes, bon. Du côté paternel, 1809-1889, comme par la première épouse de celui-ci, sa mère Rose Cuissard, 1819-1952. Du remariage de son père, il a un demi-frère, Constantin Faure, qui est officier de marine 1860, disparu en mer en 1884. Ah, ça c'est le métier du large. Hein. Alors, vie privée et familiale, bon, le 18 juillet 1865 à Amboise, ça c'est où ça, Amboise? Département d'Indre-et-Loire. Il épouse Marie-Mathilde Berthe Belluot, ah, dis donc, Saint-Denis, Hors-les-Murs, il épouse Félix Faure, président de la République française, d'accord, bon. Berthe Faure, née Marie-Mathilde Belluot, d'accord. Alors, femme de lettres, elle-même, elle publie. Qui ça, femme de lettres? euh, Épouse sans postérité de l'écrivain, voilà, Georges Goyot, membre de l'Académie française de 1922. Femme de lettres, elle-même, elle publie un certain nombre d'ouvrages sous le nom de Lucie Félix Faure Goyot, notamment une biographie d'Eugénie de Guérin. Sœur aînée du poète Maurice de Guérin, avec qui elle entretint une correspondance notable. Bon. Les premiers travaux, alors en 1863, Félix Faure est employé dans une maison de poterie du Havre Seine-Inférieure. Donc le Havre, c'est, vous voyez, c'est au bord de la mer. Hein. En janvier de l'océan, même d'ailleurs en janvier 1867, devenu négociant en cuir, il fonde sa première société, Félix Faure et compagnie. Il est ainsi l'un des premiers à acheter des cargaisons avant leur accostage en Europe lorsqu'il est élu président de la République. C'est son cousin Germain Marius Crémer qui le remplace à la tête de la société. Un franc-maçon, évidemment, ça, on va passer. Hein. Alors, ses débuts, premier acte de son engagement politique, Félix Faure signe avec des opposants à Napoléon III, en 1865 le programme de Nancy en faveur de la décentralisation. Républicain modéré, de plus en plus enraciné au Havre, il fait pour la première fois acte de candidature aux élections municipales le 6 août 1870 et 7 août 1870 également, en pleine guerre franco-allemande. Benjamin de la liste démocratique qui remporte tous les sièges au conseil municipal. Félix Faure est élu au 22e rang. Alors, à la Chambre des députés, Félix Faure fut élu député de la Seine-Inférieure, donc, comme on l'a dit, hein, du côté du Havre, hein, de 1881 à 1885, de 1885 à 1889. Bon, on passe les dates parce qu'on n'en finirait pas. Au gouvernement, il est sous-secrétaire d'État aux colonies. Dans plusieurs cabinets successifs, puis sous-secrétaire d'État à la Marine et enfin ministre de la Marine. Il publie un atlas statistique sur les budgets contemporains, budget de la France et des principaux États de l'Europe. Depuis 1870, Paris, Guillaume, d'accord, bon. Alors, président de la République, voilà, on le voit ici avec la une du petit journal, après l'élection de Félix Faure à la présidence de la République. Obsèque de Félix Faure, décidément, en 1899. Le président Félix Faure contribue au rapprochement franco-russe, ah ça c'est bien, recevant en 1896 le tsar Nicolas II. Voilà, le tsar... Ah ben, le pauvre, celui qui a été massacré tué avec ses filles, et son tsarevitch par les bolcheviks, hein, donc dans le cadre de l'alliance franco-russe. Et faisant une visite officielle en Russie en 1897, il participe à l'expansion coloniale, notamment avec la conquête de Madagascar.
Mais les relations avec le Royaume-Uni sont tendues avec la crise de Fashoda. La crise de Fashoda est un incident diplomatique sérieux qui opposa le pays des fromages au Royaume-Uni et en 1898 dans, dans le poste militaire avancé de Fashoda au Soudan. Son retentissement a été d'autant plus important que ces pays étaient alors agités par de forts courants nationalistes. Le mandat présidentiel de Félix Faure est marqué par l'affaire Dreyfus. Ah, c'est lui donc l'affaire Dreyfus. C'est à lui qu'Émile Zola adresse le 13 janvier 1898 sa célèbre lettre ouverte J'accuse. Voilà. Félix Faure demeure par légalisme commode, hostile à une révision du procès, bien que son journal montre que progressivement il est convaincu de l'innocence du capitaine. Sa mort. Circonstance, alors Félix Faure meurt au palais de l'Élysée le 16 février 1899 à l'âge de 58 ans, il était jeune, hein, dans les bras de sa maîtresse, ah d'accord, Marguerite Stenel, voilà sa maîtresse donc, Jeanne Japy épouse Stenel, dite Meg, née le 16 avril 1869 à Beaucourt et morte le 16 juillet 1954 à Hove, est une célèbre salonnière et demi-mondaine du pays des habitants du fromage. Je ne me répéterai pas. Alors, certains historiens mettent aujourd'hui la version des ébats mortifères sur le compte de la mythomanie de Madame Stenel. Bon, toutefois, la presse de l'époque surenchérit et relate l'histoire. Ah. Les dernières heures de Félix Faure, l'histoire numéro, bon, Gallica aussi, d'accord. Obsèques mouvementées. Le président eut droit à des obsèques nationales célébrées le 23 février 1899 à la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Elles furent marquées par la tentative d'un coup d'État de la Ligue des Patriotes. La Ligue des Patriotes est fondée le 18 mai 1882 par Paul Déroulède. Ah oui, d'accord. Elle est l'un des mouvements pionniers du nationalisme des habitants du pays du fromage. Ouf, j'y arrive. Fomenté par Paul Déroulède, donc on l'a dit. Voilà donc le portrait de Paul Déroulède, un nationaliste convaincu qui essaya en vain de faire prendre d'assaut le palais présidentiel. Alors Paul Déroulède est un poète, auteur dramatique, romancier et militant politique des habitants du pays des fromages, né le 12 septembre 1846 à Paris et mort le 31 janvier 1914 à Nice, sur le mont Boron, qui essaie en vain de faire prendre d'assaut le palais présidentiel, on l'a dit. Félix Faure est inhumé au cimetière du Père-Lachaise, à Paris, dans la 4e division, donc le gisant en bronze de Félix Faure, réalisé par le sculpteur René de Saint-Marceau. Voilà, René de Saint-Marceau le représente couché sous les plis des draps français des habitants du pays du fromage et russe pour rappeler son rôle dans l'alliance franco-russe. Voilà, ça tombe, c'est vraiment un monument, regardez. On peut pas dire le contraire. Détail des mandats et fonctions. Bon, 1870 élu au conseil municipal du Havre. 1880-95 député républicain modéré de la Seine-Inférieure. Donc le Havre toujours, enfin dans cette région de la circonscription du Havre, voilà. 1881-82 sous-secrétaire d'État au commerce et aux colonies. 1883-85 et 88 sous-secrétaire d'État à la Marine nationale, 1894-95 ministre de la Marine, et enfin 17 janvier 1895, 16 février 1899, président de la République. Voilà. Donc on a un peu terminé avec l'homme. L'homme qui était-il un bon président, un mauvais président? Ça, je n'en sais rien, je suis incapable de vous dire. En tout cas, franc-maçon, mais je pense qu'il était tous depuis même Adolphe Thiers, hein, peut-être même avant déjà. Mais bon, en arrivé là,
Pour avoir le pouvoir, il fallait bien sûr être dans le Gotha. Vous voyez. Voilà, chers amis, un petit peu, cette vidéo n'est pas bien longue. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a eu Alors, je reviens en arrière, pardon. Hop. Qu'est-ce qu'il y a eu après le président Félix Faure? Alors, évidemment, conformément aux lois constitutionnelles, le gouvernement, depuis 4e session, assure l'intérim. Toujours lui, hein. Voilà. Et on donnera demain la suite des dirigeants de la République du Pays des Fromages. Pour le moment, j'espère que cette vidéo vous a plu. Écoutez, manifestez-vous parce que allez-y nombreux, n'hésitez pas, faites exploser les pouces parce que il semblerait que YouTube n'est pas très engageant. Peut-être à cause des nouvelles chaînes, j'en sais rien, je sais pas. En tout cas, si vous voulez faire une chaîne, il y a quand même un programme costaud parce que moi, j'y arrive pas. J'ai essayé l'art de vivre, j'ai essayé plusieurs choses et ça n'a pas fonctionné. C'est vrai qu'il faut être patient, il faut être très patient. Alors, j'attends. Je patiente, je travaillerai jusqu'au bout. Alors, je ne sais pas au bout de quoi, au bout du tunnel, j'en sais rien. En tout cas, chers amis, soyez bienveillants et heureux en famille, soyez bienveillants et heureux avec vos amis, sur votre lieu de travail, vos camarades et collègues de travail. Et l'on se dit à très bientôt, n'est-ce pas? Portez-vous bien, et je dirais pas vive la des pays du fromage, hein. C'est pas mon style. Mais enfin, aujourd'hui, chers amis, si nous en sommes là, c'est que ça remonte déjà bien loin. Alors, j'ai regardé hier. Hier, j'ai eu la chance de regarder une belle émission. Je vais vous donner un petit peu la référence. Si ça vous intéresse, on ne sait jamais. Euh, alors, évidemment, ça parle d'Europe hein, essentiellement, du pays des fromages, dans le développement de ce qu'il faut appeler comment ça s'appelle, la, le mirage de la de l'Europe. Alors, cette émission, comment s'appelle-t-elle? Je vais vous le donner. C'est quoi ça? Oh là là, puis alors le déroulement est difficile. Oh là là, ça saute tout le temps. Voilà, alors, film documentaire au nom de l'Europe. Regardez. Voilà, je vous montre ici là. Voilà. Alors je l'enlève. Au nom de l'Europe, ça parle de quoi? Eh bien, ça parle de la construction européenne à travers un personnage clé. Alors, ça a commencé sous le général de Gaulle, vous allez me dire. Mais c'est surtout, comment il s'appelle? Ah, ça y est, j'ai oublié. Jacques Delors, qui est celui qui va donner le pays des fromages à l'Europe. D'abord des 5, des 10, des 12, et puis maintenant des 28, je crois. Et bientôt, il y en aura 10 supplémentaires, 10 pays supplémentaires. Et cette explication nous est donnée. Alors, il faudrait que je vous fasse un historique un jour sur l'Europe. Mais d'abord, on finit par la France parce que on finit par le pays des fromages. Pourquoi? Parce que c'est peut-être là qu'est la clé de notre chute. La clé de notre chute dans le magma des 28 pays de Bruxelles, dit de l'espace Schengen, et de la volonté de Jacques Delors sous François Mitterrand de mettre le pays des fromages au pas, donc de donner toutes les clés à la fois aux juges de la Cour européenne des droits de l'homme et au Parlement européen, donner tous les pouvoirs que le pays des fromages allait perdre au fil du temps, au fur et à mesure. Aujourd'hui, on n'a plus aucun pouvoir national. On peut le reprendre, mais avec beaucoup de risques, à la fois financiers. Alors écoutez-moi bien ce que je vais vous dire, voyez-vous. Quand le pays des fromages était sous la monnaie le franc, écoutez bien ce que je vais vous dire. Et ça, c'était encore dans les années 90, au tout début des années 90, 91 ou 92, je ne sais plus trop. Quand le pays des fromages avait dévalué sa monnaie, le franc, donc le franc, et non pas le Francfort, c'est un jeu de mots, hein, Francfort, vous voyez, la ville de Francfort en Allemagne. Non, là c'était le franc-fort, forteresse. Alors c'était pas encore le franc fort, mais avant ça, avant le franc fort, on pouvait encore dévaluer notre monnaie. Et en dévaluant notre monnaie,
on avait réussi à augmenter les contrats avec le commerce extérieur. Et le PIB était encore entre 7 et 8%. Le PIB. Aujourd'hui, nous sommes à combien du PIB? Est-ce que vous le savez, chers amis? Eh bien, regardez bien, on n'est même pas dans la barre des 3 ou 4% du PIB. Vous voyez comment on a baissé drôlement, drastiquement. Et je ne sais même pas si on n'est pas en dessous encore même des 1%, je me demande. Je me demande. En tout cas, on doit être autour de 1 à 2,5%, voire peut-être au mieux 3%. Et encore, je serais étonné. Vous voyez, petit à petit, le pouvoir d'achat par habitant, le PIB, donc le pouvoir intérieur brut, disparaît parce qu'on ne peut pas dévaluer l'euro. Jacques Sapir, un des économistes, avec un autre que j'aime beaucoup aussi, mais je ne me rappelle plus le nom, Olivier Delamarche, par exemple, vous voyez, ils en parlent beaucoup. Eh bien, écoutez, chers amis, si nous en sommes là, c'est pourquoi je vous invite à bien suivre les dirigeants du pays des habitants du fromage que je vous donne, parce que c'est là qu'est la clé. C'est là que tout se joue. Et surtout, 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 à partir de 1874, où on a perdu le pouvoir de signer les lois, de promulguer les lois, puisque le roi Philippe Ier, Louis-Philippe Ier, a dû s'exiler, donc il a quitté le pouvoir. Depuis, plus de roi. Donc il y a eu un gouvernement provisoire, je vous l'ai donné, hein. Il est là. Voilà. Regardez. Vous voyez, il est là. Après Napoléon III. Voilà, 1870, vous voyez, c'est là. Voilà. À partir de lui, Louis-Jules Trochu, et puis bien sûr, hein, voilà, Adolphe Thiers et les autres, jusqu'à Félix Faure. Donc, on a perdu la crédibilité juridique. Ça veut dire que tout est illégal aujourd'hui, depuis cette date, depuis 1874, ou peut-être avant d'ailleurs, mais je crois que non, c'est 1874, il semble bien. Attendez, il est d'accord, déchu officiellement en 1871. Ah, donc c'est 1870, alors que les lois, n'étant plus promulguées par le roi, donc ne sont plus valides. Voilà. Et depuis, voilà, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que même Adolphe Thiers a commencé à se mêler de ce qui se passait au Parlement, Assemblée nationale. Donc vous comprenez, tous ces gens-là qui ont commencé à nous diriger jusqu'au dernier Emmanuel Macron, hein, l'actuel président. Enfin, donc voilà, voilà, où j'en suis là. Ah, ça y est. Ben, je suis descendu trop bas. Perrier. Félix Faure, voilà, c'était lui le dernier. Voilà, chers amis, écoutez, soyez heureux, comme je vous l'ai dit, en famille, entre amis et surtout avec vos collègues de travail, soyez bienveillants. Et l'on se dit à très bientôt. Mais sachez que si tout est illégal aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Et si l'Europe nous a absorbés et qu'on n'a plus aucune décision qui puisse être décidée à Paris, c'est que tout est venu de très 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 loin. Alors je vous parlais depuis 1870-1874, mais on aurait pu remonter encore plus loin sous la Révolution, mais là encore, il y avait une nation jusqu'à la 4ème République où là, le président Vincent Royol, mais nous y reviendrons, a donné le pays des fromages, la nation donc, non plus comme une nation, mais comme une entreprise, mais nous y reviendrons. Sur ce, à très bientôt.